meilleur. Alain Badiou, est-ce que cet espoir d'un avenir meilleur pouvait y souscrire? Mais j'entends très bien ce qui se dit comme en réalité quelque chose qui travaille l'histoire des politiques dans nos pays depuis des décennies. En vérité, ce que Laquette explique, c'est que la troisième hypothèse dont je parlais étant inactuelle et impraticable, il faut se tenir aux deux premières. Alors les deux premières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut façonner un capitalisme un peu plus présentable que celui auquel il s'est sauvagement confronté dans les négociations avec l'Europe. Donc, en définitive, ça veut dire la contradiction principale aujourd'hui est entre la possibilité d'un amendement du capitalisme, notamment en Europe, de façon réformiste à la Roosevelt, à la welfare state, ou sur le modèle de ce qui s'est passé dans l'immédiate après-guerre dans les pays européens, ou si nous n'avons pas ça, nous aurons une montée de catastrophes nationalistes et fascisantes. Autrement dit, la contradiction, une fois de plus, la contradiction matricielle du monde contemporain, qui est la question de savoir si le capitalisme hégémonique sera contredit ou non par un processus quelconque, est une fois de plus effacée au profit d'une contradiction qu'on connaît très bien, c'est la contradiction entre démocratie et réaction, ou démocratie et conservatisme, ou démocratie et tentation nationaliste et fascisante. Alors, je comprends très bien cette logique générale. Sa condition, c'est de retarder une fois de plus la reconstruction d'une hypothèse planétaire, véritablement, concernant la possibilité d'un autre monde que celui qui nous est donné, au profit d'un combat sans doute légitime, voire peut-être nécessaire, mais qui quand même maintient pour l'essentiel les choses dans le cadre étroit, au fond, de ce qu'on pourrait appeler la création d'un capitalisme à visage humain. Voilà. C'est ça. If I may. Bien sûr. Si je peux me permettre. This is not what I'm proposing. What I'm Ce n'est pas ce que je propose. Je suggère la chose suivante. Nous avons besoin d'une période de stabilisation pour rendre possible votre troisième alternative. Parce que la désintégration qui se produit maintenant nous mènera vers l'abîme, une version post-1930 qui ne permettra pas la survenue de la troisième voie que vous décrivez. Il est essentiel de comprendre que le processus a déjà commencé, si nous le permettrons. Si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, la Grèce aussi, éventuellement, au bout du compte, l'Allemagne, et nous aurons un développement de la stagflation dans le reste de l'Europe et de la déflation dans le Nord. Il n'y aura pas de troisième voie possible. Ce qui se passera, c'est que les pires instincts de l'humanité, comme dans les années 30, vont prendre le dessus. Le capitalisme, de toute façon, va se renverser lui-même. C'est pour cela que je me considère moi-même comme marxiste, parce que le capitalisme produit la technologie qui rend impossible le fait de se soutenir au capitalisme. Ce qui va se passer, c'est ça qui est important. Nous avons déjà des technologies qui ont déplacé tant de travail humain depuis les années récentes que le capitalisme ne peut pas soutenir ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette technologie? Est-ce qu'on allons l'installer dans un monde dans lequel les artefacts sont des machines qui deviendront en retour des serviteurs de l'humanité, ou est-ce qu'on va faire le contraire? Est-ce qu'on va arriver dans une situation où nous avons une prospérité partagée en résultat de la fortune que peuvent produire les machines, ou une augmentation des inégalités avec des gens qui ont tout et d'autres rien, en laissant derrière des barrières électrifiées qui rendront prisonnières des minorités terrifiées. Ça, ce sont les grandes questions. La question, donc, c'est comment parvenir sur le chemin, le bon chemin, en stabilisant ce que nous avons. Parce que si en France, on se retrouve avec ce qu'on a en Grèce aujourd'hui, et on en prend le chemin d'ailleurs, eh bien, rien de bien n'en sortira. Alain Badiou. Bien, je pense que nous pouvons nous répartir les tâches. Parce que ce que vous proposez, au fond, c'est vous l'avez dit dès le début, c'est qu'il y a besoin d'une période de stabilisation. Et vous voulez œuvrer à cette période de stabilisation. Et vous pensez que la possibilité de la troisième voie, c'est-à-dire du conflit fondamental, a lui-même besoin de cette période de stabilisation et de reconfiguration, que sinon ça va se disloquer si vite et si mal qu'on aura le pire. Alors,
entendu, construisez le champ de bataille pacifié et je m'occuperai de l'armée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, je m'occuperai de l'armée? L'armée de ceux qui veulent abattre le système. Ça ne sert à rien d'avoir une période de stabilisation si de l'intérieur de cette période de stabilisation ne se construit pas une force réellement alternative du point de vue de la... Alors, on a besoin de la stabilité parce que sinon l'ennemi prendra un visage encore plus effrayant et encore plus terrible. Je veux bien admettre cette hypothèse. Mais si nous ne faisons rien pour nous préparer, c'est ce même ennemi qui va s'installer dans la stabilité que vous aurez préparée pour lui. Mais là où vous êtes différent également, Yanis Varoufakis vient de créer un mouvement politique. Vous, Alain Badiou, vous dites qu'il ne faut pas voter. Lui, je pense qu'il dit il faut voter, au contraire. Entre mouvement politique et vote, il y a quand même des nuances possibles. Hein. Il y a quand même eu dans l'histoire de nombreuses organisations politiques vigoureuses qui ne se sont pas ensablées dans l'électorat. On va lui poser la question, mais vous continuez de penser, comme dans votre livre, qu'il ne faut pas voter. Je considère qu'il ne faut pas voter. Et franchement, l'expérience grecque m'a particulièrement consolidé dans cette vision des choses. Hein. Parce que une déception de ce type, une capitulation de ce genre... Vous pensez au référendum qui a précédé la démission de Yanis? Ça peut suffire quand même, c'est une leçon historique d'une violence extraordinaire. Vous l'avez d'ailleurs parfaitement vécu vous-même comme cela. Syriza, c'était quand même la production aussi de mouvements de masse grecs extrêmement vigoureux, de mobilisation de la jeunesse. Ce n'était pas simplement une construction politique. On voit là que finalement elle bute sur l'obstacle. Et en réalité, le jour même où le peuple grec lui donne raison, vote pour cet espoir, etc., décide en réalité de capituler. C'est une leçon terrible. Hein, et je n'ai aucune confiance concernant les initiatives de ce genre aujourd'hui. En ce sens, je serais peut-être d'accord avec vous. Le terrain n'est pas favorable. Le terrain n'est pas favorable. Alors, travaillez le terrain, faites passer votre charrue, et puis on verra. Est-ce qu'il faut tout de même voter, Yanis Varoufakis? Of course. Évidemment, évidemment. Regardez, moi je soutiens Winston Churchill. La démocratie, c'est un système terrible, mais c'est la meilleure de toutes les alternatives possibles. Si je peux me permettre de dire la chose suivante, si je peux permettre une alliance entre nous, eh bien, je dirais que notre mouvement veut faire partie de cette démocratisation, de cette stabilisation de l'Europe. Eh bien, nous ferons ça. D'accord. Monsieur Badou, j'aimerais qu'il fasse la chose suivante. C'est de s'adresser aux 17 ans, aux gens qui ont 17 ans, qui se moquent de Marx, qui se moquent de nous, qui se moquent de ce programme. Et la seule chose qui les préoccupe, c'est comment aller à la Silicon Valley et à Bombay, par exemple, s'ils sont en Inde, pour créer la prochaine application pour les smartphones et faire gagner des millions. Comment pouvons-nous persuader ces gens à Mumbai que nous avons les moyens d'organiser le travail pour que ceux qui organisent la production, ceux qui font la production en tirent profit et s'écartent de la relation capitaliste. Ceux qui possèdent ne travaillent pas et ceux qui travaillent ne possèdent pas. Si on ne peut pas s'adresser aux gens de 17 ans à Bombay, par exemple, une fois on l'a fait par le passé. Gandhi, par exemple, a été influencé par les Lumières françaises, par Marx, etc. Maintenant, nous avons perdu contact avec ces jeunes de 17-18 ans. Votre travail en tant que leader intellectuel, c'est de reconnecter notre pensée et la leur. Alain Badiou ? Oui, je pense que c'est une nécessité, mais je pense que la nécessité la plus fondamentale, la plus importante aujourd'hui, ce serait quand même de se soucier un tout petit peu au-delà de l'espace clos de l'Europe et au-delà de la technologie américaine, de se soucier quand même, et avant tout, de ce dont Marx aurait dit qu'il fallait se soucier, à savoir ceux qui n'ont rien, définition du prolétariat, et qui sont aujourd'hui probablement entre 5, 6, 7 milliards dans la population mondiale, qui sont des gens qui n'ont rien, qui sont absolument extérieurs à tous ces problèmes de stabilisation européenne, sauf sous la forme du désir d'Occident dont j'ai déjà parlé. Il y a virtuellement dans le monde d'aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un gigantesque prolétariat nomade, dont le phénomène des réfugiés n'est d'ailleurs qu'une des figures. Et tant qu'il n'y aura pas une alliance entre des intellectuels convaincus et capables de présenter une alternative à la situation mondiale que nous connaissons, à ces gens-là,
et à essayer d'en faire la force de transformation planétaire dont nous avons besoin, on sera encore loin du compte. Voilà. Mais je peux m'occuper pour ce que je peux en faire, hein, de cet aspect des choses, et vous vous occupez de la stabilisation provisoire qui nous donnera un répit. Est-ce que, justement, quel est votre... par rapport à l'Europe, mais surtout à Bruxelles, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Bruxelles, d'après vous, Yanis Varoufakis? The first step Première étape, should be transparency. la transparence. You know, when I was in the Vous savez, lorsque j'étais dans l'Eurogroupe, full of cameras, la salle était pleine de caméras, de micros, screens. d'écrans. And I was thinking to myself, Et je me when I disais, was listening to my colleagues, en écoutant mes collègues if only they were connected discuter, to the si internet. seulement ces gens-là étaient connectés à Internet, à la télévision, au smartphone, si seulement les gens pouvaient voir et entendre tout ça. Si nous pouvions les regarder pendant qu'ils discutent. C'est ça que vous souhaitez? Quelle horreur, quelle horreur. It would have been so Ça much aurait better. été The tellement quality mieux. of the discussion La would improve qualité massively. des discussions se serait améliorée exponentiellement, le résultat se serait amélioré, et You would have the right, même si ce n'était pas le cas, vous auriez le droit et l'information sur laquelle vous pourrez baser votre colère envers vos représentants. Et donc la transparence, première chose. C'est pour cela que Diem mène une campagne de transparence pour Diem, c'est faire votre passer en mouvement. direct sous toutes ces réunions. Première chose, donc, le mouvement démocratie en Europe, comme dans Carpe Diem. Ce qui ne vous intéresse pas, d'accord. Deuxième chose à faire, pour stabiliser les choses, nous devons reconfigurer les institutions existantes que nous avons de façon à ce que on ne résolve pas les problèmes du capitalisme, certes, mais de façon à résoudre l'idiotie particulière du capitalisme européen, parce que le premier acte de solidarité envers le prolétariat asiatique, africain, de l'Amérique du Sud, aux États-Unis, partout, c'est de stabiliser l'Europe. L'Europe exporte la crise vers le reste du monde à mesure que nous parlons ici, ce qui rend la vie des prolétaires beaucoup plus difficile en Malaisie, aux Philippines, partout ailleurs. Donc nous devons utiliser le mécanisme de stabilité européen, et c'est techniquement très simple, évidemment. Rien n'arrivera s'il n'y a pas une montée de la voix des citoyens qui exigeront que cela se produise. Une fois qu'on a stabilisé les choses, à ce moment-là, nous devons faire un certain nombre de choses. Au niveau local, au niveau micro, nous devons expérimenter des façons alternatives d'organiser des sociétés, des compagnies, des coopératives vont s'ouvrir, utilisant la technologie dont nous disposons maintenant pour avoir un degré certain de travail collaboratif qui n'était impossible d'avoir avant, au niveau de l'Europe. Alors, qu'est-ce que vous penseriez si on avait une assemblée constitutionnelle pour discuter de la Constitution européenne qui remplacerait tous ces traités idiots que nous avons pour l'instant? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, je n'y crois réellement pas du tout. Hein. C'est la grande Assemblée constitutionnelle européenne revotant une constitution à cette échelle-là. Ça, c'est pousser alors le fétichisme du vote très loin, parce que quelles seront les méthodes, les appareils politiques, les forces politiques qui vont constituer cette Assemblée merveilleuse, n'est-ce pas? Même ici, c'est curieux. L'idée d'une nouvelle constitution est une idée qu'on trouve chez vous au niveau européen et qu'on trouve chez Frédéric Lordon au niveau français. C'est-à-dire la logique de l'Europe et la logique de la restriction nationale semblent conduire à la même mythologie, qui est la reconstruction par des processus absolument indescriptibles du vote de protocoles constitutionnels, sans qu'on explique ni ce que devient pendant ce temps les États en place, ni ce que deviennent les partis en place, ni ce que deviennent les forces existantes, ni quelle sera la vie sur tout cela d'adversaires féroces et résolus auxquels pourtant vous vous êtes frottés plus que personne. Il y a quand même quelque chose là qui est comme une vision idyllique de l'histoire de l'Europe, qui ne tire pas quand même les leçons de la férocité des affrontements qui se préparent et qui ont eu déjà lieu pour que finalement soit maintenu quoi? Soit maintenu le fait que l'Europe n'est jamais, en fin de compte, qu'une sorte de courroie de transmission du système planétaire, des échanges et d'une aristocratie capitaliste extraordinairement concentrée, dont le processus de concentration se poursuit. Alors vous voulez l'aménager, vous voulez faire un jardin fermé de cette zone européenne dans la sauvagerie générale,
Mais vous n'y arriverez pas. Et en plus, je vous poserai une question tout à fait particulière. Pourquoi cette Europe devrait-elle exclure la Russie? La Russie, grande puissance européenne. L'Europe ne devrait exclure personne. Moi, j'aimerais y voir la Turquie, personnellement. Je suis internationaliste, voyez-vous. Mais on commence chez soi. Et pour moi, le chez soi, c'est l'Europe. Ce n'est pas la Grèce, ce n'est pas les Balkans. La maison, c'est l'Europe. Parce que nous avons une histoire commune entre nous. Nous avons créé une zone sans frontières qui est maintenant en cours de destruction, évidemment. Je pense que vous sous-estimez le fait et la puissance du processus constituant. Et c'est exactement le contraire de ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui. À huis clos, à Bruxelles, on concocte des règles qui n'ont habituellement aucun sens, et puis ensuite, en fonction de ces règles, de ces lois, on exclut la participation de tous les Européens pour participer à des discussions sur ce qui gouverne leur vie. Le processus constituant serait exactement l'inverse, que ces gens s'asseyent pour savoir la façon dont on veut organiser l'Europe. Où voulons-nous que les frontières soient? Comment traiter la question des réfugiés? Oui, les gens me disent, bon, on ne peut pas faire ce qu'ont fait les Américains parce que les Américains ont la même langue. C'est pas vrai. Aux États-Unis, lorsqu'on a créé la Constitution américaine, 60% des gens ne parlaient pas anglais. Et donc l'idée qu'on puisse se rassembler, c'est évidemment une idée très rousseauiste. Je ne suis pas un grand supporter de Rousseau. Je critique énormément Rousseau comme vous le faites. Mais l'idée, le processus dialectique de rassembler des gens pour discuter de la façon dont nous voulons gouverner notre continent, notre monde, eh bien, cela fait partie d'un potentiel révolutionnaire. Et c'est également exactement ce que n'aime pas Bruxelles. Et donc, si nous voulons vraiment stabiliser les choses, si nous voulons créer la possibilité d'un rêve commun pour un monde meilleur, eh bien, nous devons nous assembler, nous mettre ensemble. Si je devais être en accord avec vous, pour faire disparaître l'Union européenne, eh bien, immédiatement, nous créons un état d'esprit dans la majorité des Français, des Grecs, des Allemands, un état d'esprit que maintenant, c'est chacun pour soi. Les Allemands doivent s'occuper d'eux-mêmes, les Grecs, les Français exactement, et c'est exactement l'inverse de l'internationalisme que vous prônez. Au fond, vous êtes plus pessimiste que Yanis Varoufakis. Il semble très optimiste quand on l'écoute là. Il y croit. C'est-à-dire que si on restreint l'échelle des problèmes, il est plus facile d'être optimiste. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que finalement, dans une vision qui consiste simplement à chercher à adoucir, à humaniser, à rendre plus démocratiques les procédures de l'Europe actuelle, c'est un projet qui en tout cas peut définir ces étapes de façon immédiate. Moi, je suis optimiste dans la conviction absolue qu'il dépend de nous de décider de l'existence et de la possibilité pratique d'une vision du monde entièrement hétérogène à celle qui domine. Sur ce point, je suis optimiste. Les choses commencent toujours très loin, naturellement. Notre mal vient de plus loin, c'est le titre. Mais notre bien aussi viendra de plus loin, du coup. Alors je comprends très bien que Varoufakis soit sur la brèche comme ça de quelque chose dont l'apparence est infiniment plus réelle. Mais c'est au prix, à mon avis, d'une restriction considérable de l'espace d'exercice de la pensée politique. Et que si on ouvre l'horizon, si on voit ce dont l'Europe est en réalité une partie et aussi une métaphore, enfin une représentation, je pense que le plus raisonnable, c'est de se désintéresser un peu de cette restriction. Et de considérer que, somme toute, l'Europe, dont l'histoire a été infiniment glorieuse et dominatrice pendant des siècles, est peut-être au bout du rouleau. Moi, ça ne me fera pas un effet de malheur considérable. Comme disait Goethe, tout ce qui naît mérite de périr. Et Dieu sait que l'Europe est née il y a longtemps, et elle peut aujourd'hui mériter de périr. Ça n'est pas dramatique. Ça n'est pas dramatique. Sauf que ça créera des drames, en effet, conjoncturels. Alors la question de savoir si les stabilisations et les périodes de calme sont plus favorables aux grands projets stratégiques que les périodes de troubles et de décomposition, c'est une discussion que nous pourrions avoir. C'est-à-dire que c'est quelquefois dans
dans un élément semi-catastrophique que surgit quand même la forme de la lumière et de la possibilité de quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que ce soit le cas aujourd'hui, je n'en sais rien, mais je pense que c'est en tout cas une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, et que malgré tout, si on restreint la scène, on a en effet, on donne le sentiment d'une prise sur le réel plus immédiate, plus grande. On peut convoquer des opérateurs qui ont du sens ici, qui n'en ont pas beaucoup ailleurs, mais comme on est ici, ça va, comme démocratie, démocratisation. Vous parlez des démocrates de l'Europe. Bon, les démocrates de l'Europe, comme expression ou comme force politique, c'est quelque chose qui est indistinct et en même temps, tout le monde ici discute de ce que c'est que la démocratie, donc ça a une certaine réalité. Si on est dans l'essence la plus générale de ce qui se passe, évidemment, on aboutit à des protocoles plus lents peut-être, plus massifs et plus difficiles. Alors, la question de la compatibilité entre les deux, je tentais de proposer un traité de paix avec vous. Occupez-vous du jardin, je m'occuperai de la forêt, enfin bon, quelque chose comme ça, quoi. Alors, votre conclusion, Yanis Varoufakis? Je suis très heureux d'accepter. Rien d'autre à ajouter par rapport à ce que disait Alain? Just one last point. I'm not Une Eurocentric. petite chose, je ne suis pas eurocentrique, pas du tout. Pour moi, la Grèce n'est pas plus importante que le Nigeria, l'Europe n'est pas plus importante que l'Asie. Mais en tant qu'économiste politique, je regarde l'Europe aujourd'hui et on dirait un baril prêt à exploser, un baril de poudre. Ça risque de se produire. Et cela risque d'infliger encore à la planète des dommages irréparables. Ça peut se passer comme ça. Et ma peur, c'est que si nous considérons que l'Union européenne est un mauvais ensemble d'institutions, c'est le cas d'ailleurs, mais dans ce cas, nous verrons toutes ces catastrophes se répéter. L'histoire va se répéter à nouveau. Au fond, je pensais que nous avons formalisé notre différend d'abord au niveau local ou global, ensuite au niveau stabilisation et offensive. Mais là, je sens qu'il y a aussi un autre élément. C'est quand même la différence qui vient de très loin entre l'économiste et le philosophe. Vous êtes d'accord? Non. Non. Vous n'acceptez aucun de mes traités. Toute ma vie, voyez-vous, j'ai essayé de philosopher sur l'économie. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission.